Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 août et je sais pas si on se rend compte à quel point la période est chargée en termes d'actualité footballistique parce que d'un côté nous avons la reprise des championnats qui est désormais actée partout en Europe et on a eu des matchs de qualité ce week-end, que vous soyez amateur de football français, de Première Ligue, de Liga, franchement il y avait des affiches à se mettre sous la dent et en plus de ça, qui dit fin du mois d'août, dit mercato qui bat son plein, donc il y a franchement beaucoup de choses à évoquer. Pour commencer le journal, j'ai fait un choix assez particulier, celui de parler du contrat de João Pedro, ce qui est peut-être pas la plus grande actualité footballistique pour l'intégralité d'entre vous, j'en conviens, mais ce qui m'intéresse particulièrement parce que ça va nous permettre de parler de contrat au-delà du cas spécifique de João Pedro, même si évidemment on va s'attarder sur ce que ça veut dire pour lui. On parlera de Nkunku qui prend la direction de Leipzig, nous reviendrons sur le LOSC, non pas forcément sur leur match face à Angers, même s'il était bon, mais plus sur la situation générale du club. On sauce beaucoup les Lensois et je pense qu'il faut également dire que les Lillois font de très bonnes choses parce qu'ils méritent. On évoquera la situation de Ryan Cherki qui est dans une boucle temporelle du côté de la Première Ligue et enfin on clôturera le journal en parlant de Tottenham et de son mercato où, attention, il faut être prêt à compter les millions. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Il prolonge de 8 années. Est-ce que João Pedro est vraiment en train de voir la même actualité que nous? Est-ce qu'il se rend compte par exemple de la situation de Julián Alvarez qui se retrouve à vouloir partir de l'Atlético Madrid et qui est bloqué par son contrat? Sérieusement, on parle d'un joueur de 24 ans qui s'engage pour 8 ans, donc jusqu'à ses 32 ans. C'est à s'en demander ce qu'ils ont dans la tête. Moi j'ai l'impression que certains joueurs, de toute façon, si tu leur mets les bons millions sur le contrat, ils seraient prêts à signer absolument tout, même une sorte d'esclavage moderne, alors qu'on ne l'entende pas chialer dans 4 ans parce qu'il veut partir de cette ville, de ce pays, de ce club, parce qu'il a choisi la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il choisit consciemment de s'enfermer dans ce contrat, et ça marche évidemment dans les deux sens, qu'on n'entende pas Chelsea et ses supporters chialer sur le gros contrat de João Pedro s'il devient mid au cours des prochaines années, parce que tu fais une grosse prise de risque financière en lui proposant un tel contrat. Et officiellement, il faut quand même dire que c'est interdit dans de nombreux pays, les contrats de 8 ans de cette manière. Vous n'allez pas voir ça en Liga, vous n'allez pas voir ça du côté du football français non plus. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car c'est interdit par la FIFA, mais à une exception près, celle que la législation locale l'autorise, et c'est le cas en Angleterre. Alors du côté de Chelsea, on entend bien évidemment le fait que ça permet de sécuriser le joueur. Avec un contrat de 8 ans, tu peux aller toquer à la porte de Chelsea pour acheter João Pedro, même si le joueur a envie de venir chez toi, il est prisonnier jusqu'en 2045 selon mes calculs. Non mais sérieusement, t'es sûr et certain qu'il ne partira pas. Et en plus, à une époque, ce n'est plus le cas maintenant, mais t'avais la question de l'amortissement comptable. João Pedro, il est arrivé à Chelsea pour 63,7 millions d'euros. Si tu l'amortis sur 5 ans, ça fait 12,75 millions d'euros par an, et sur 8 ans, c'est un peu moins de 8 millions d'euros. Bon évidemment, si je parle au passé, c'est que ça, ce n'est plus possible. Les instances du football se sont rendues compte de cette douille, et donc à la fois l'UEFA et la Première Ligue ont légiféré pour faire que même si le contrat est sur 8 ans, l'amortissement lui est limité sur 5 ans, et pour cause, si tu faisais pas ça, fallait se rendre compte que le football encourageait via ses règles financières le fait de rendre entre guillemets prisonniers des joueurs avec des contrats qui sont ultra longs et qui à mon goût ne sont pas ultra sain pour le football. Je pense que 5 années de contrat, ça te permet quand même de bâtir un projet avec un joueur, ça permet quand même de le verrouiller. Du côté du joueur, ça te donne également de l'assurance sur l'avenir, parce que même si tu te fais des croisés, que tu loupes une saison, t'auras des années pour revenir au top, t'auras toujours ton salaire qui sera versé, mais là, 8 années de contrat, je le redis, regardez ce qui se passe du côté de l'Atlético avec Julián Alvarez. João Pedro, il est en train de s'enfermer, je comprends pas qu'on autorise ce type de contrat dans le football, et qu'on soit clair, ici c'est Chelsea, mais je dirais ça pour n'importe quel autre club, c'est vraiment n'importe quoi, et vraiment j'insiste qu'on n'entende ni João Pedro ni Chelsea chialer sur une situation mercato dans quelques années, parce que ce sera bien fait. Est-ce que vous connaissez le vrai business model du RB Leipzig ? C'est pas un club de foot, c'est pas non plus un club qui a simplement vocation à faire de la post-formation et à valoriser des joueurs. Non, c'est pas non plus simplement un moyen de promouvoir la boisson Red Bull. Non, leur vrai business model, c'est de vendre des joueurs surpayés à Chelsea et de les récupérer quelques années après. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien tout simplement parce qu'on a aujourd'hui Nkunku qui va faire son retour du côté du RB Leipzig. Alors il vient en provenance du Milan
où il a été prêté. Mais pourquoi je dis que ça commence à faire beaucoup du côté de Leipzig, cette petite stratégie? Eh bien parce que Nkunku avait été vendu à Chelsea, et surtout moi ça me rappelle un peu Timo Werner. Alors lui c'était plus fort que tout, il avait été transféré en 2020 pour 53 millions d'euros du côté des Blues, et il était revenu pour 20 millions d'euros en 2022, et oui, Werner est désormais en MLS alors qu'il a 30 ans, ce n'est pas le sujet. Donc pour en revenir aux Français, Nkunku, parce que c'est quand même lui qui nous intéresse, il avait été transféré au Milan, et on peut pas dire qu'il a fait long feu, étant donné qu'il part déjà. Il avait réalisé 34 matchs, 17 comme titulaire avec 8 buts, au moins il a remontré son football, même si ça n'avait pas convaincu, mais il faut dire que le Milan c'était un vrai bordel, prépayant donc à 3 millions d'euros, option d'achat à 30 millions d'euros, et à bientôt 29 ans, j'ai quand même une impression assez dégueulasse, un regret absolument énorme, c'est celle que Nkunku se retrouve un peu à passer à côté de sa carrière. Alors certains vont dire, il a bientôt 29 ans, s'il est passé à côté de sa carrière, c'est parce qu'il a signé du côté de Chelsea, faut arrêter de reprocher tout et n'importe quoi à Chelsea, les Blues sont pas du tout responsables. Nkunku, pour moi, le premier virage qui puait un peu, c'est qu'il aurait dû faire la Coupe du Monde 2022, il s'est blessé juste avant, et justement, les blessures, après quand il a signé du côté de Chelsea, il en a eu un énorme paquet. Alors certes, après, il n'a pas forcément eu sa chance, mais quand tu as autant de blessures, c'est très dur de retrouver ta place dans un effectif compétitif. Il a ensuite dû partir. Ça ne l'a pas fait du côté du Milan, c'était pas le contexte le plus simple non plus. J'ai quand même l'impression qu'il a pas de chance dans sa carrière Nkunku. J'espère du côté que du RB Leipzig, il va réussir à se relancer un petit peu. On sait que le foot allemand est plutôt favorable, la Bundesliga a des joueurs de son profil, donc je croise les doigts, parce que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui s'est un peu perdu au cours de ces dernières années malheureusement. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour applaudir le LOSC? Parce que je crois qu'on réalise pas bien la situation du club lillois qui est en train de se demander où il va ranger tous ses billets parce que ses coffres forts de thunes sont pleins, alors que la moitié, pour pas dire l'intégralité du foot français est en train de crever. Mais c'est mérité pour les Lillois. Alors déjà, on va commencer par le sportif. Ils ont commencé leur saison avec une bien belle victoire 2-0 du côté d'Angers. Il y a ce cher Olivier Giroud qui nous a prouvé qu'il était toujours vivant, et Thiago Santos toujours aussi notable. Le match était finalement plié en 30 minutes. Mais ce que j'ai envie d'évoquer pour le LOSC, c'est qu'en plus de cette réussite sportive, ils font également un podium en Ligue 1 l'année dernière, ils ont une réussite financière qui est absolument énorme. Parce que pendant qu'ils disputaient ce match, on a eu la confirmation que Boady va être transféré à Manchester City pour 100 millions d'euros. Ça devient le joueur de Ligue 1 le plus cher de l'histoire dans le cadre d'un transfert qui va à l'étranger, parce que évidemment sinon on a Kylian Mbappé de Monaco au Paris Saint-Germain, et c'est une dinguerie de vendre Boady à ce prix-là. Alors c'est un joueur que j'adore, je vous ai fait plein de débriefs de Lille l'année dernière, je vous ai dit plein de fois que c'était un joueur que je trouvais talentueux, mais ça reste un tout jeune mec qui a pas beaucoup d'expérience du côté de la Ligue 1, et qui honnêtement aurait pu partir à un peu moins sans que ce soit un scandale, sauf que voilà, le LOSC était en matière de négocier, parce que le LOSC, ils font cette vente record, mais ils étaient déjà bien financièrement avant ça, puisqu'ils avaient eu d'autres ventes intéressantes, et surtout ils avaient eu une belle campagne de Champions League où ils avaient été jusqu'en 8e, ils se requalifiaient encore pour la Champions League, donc franchement t'as des bons résultats sportifs, t'arrives à décrocher la Coupe d'Europe, tu fais des ventes records, c'est absolument magistral. On parle beaucoup des résultats des Lensois, et à raison, parce que ça bosse bien du côté de Lens, mais faut pas oublier les Lillois, et du côté du Nord, on a quand même des clubs de foot qui tournent bien. Le dernier événement mercato pour le LOSC, c'est le fait qu'on ait beaucoup de clubs qui sont intéressés par Fernandez Pardo. On parle d'une première offre qui a été formulée à 35 millions d'euros, et là j'ai envie de dire, c'est Leipzig qui a transmis l'offre, mais il y a de la concurrence. Le LOSC n'est pas du tout en obligation de vendre. Je ne comprendrais pas qu'il lâche Fernandez Pardo pour 35, 40, même 45 millions d'euros. Et ça tombe plutôt bien, puisque ce qui ressort dans la presse, c'est que le LOSC en attendrait 70 millions d'euros. Ils ont raison. Bravo Lillois. C'est la saison où Cherki doit gagner sa place de titulaire, saison qu'il débute sur le banc, donc c'est pas cool, mais avec une entrée magistrale qui te fait te demander pourquoi il a débuté sur le banc. Donc c'est plutôt cool, c'est un match qui a été remporté 2-1 par Manchester City face à Bournemouth, mais vous le voyez au timing des buts, tout sauf tranquillement, parce qu'à 10 minutes de la fin, t'étais encore mené, d'où l'importance du banc et de Ryan Cherki, mais avant toute chose, parlons des titulaires. Erling Haaland à la pointe de l'attaque qui a fait l'actualité par sa nouvelle coupe de cheveux. On rappelle que les fans de foot ont aussi ce côté amateur de magazine People, mais on va surtout retenir sa coupe de cheveux, parce que du côté de son match, c'était pas forcément ça. Finalement, dans le 11 qui a débuté la rencontre du côté
côté de City, je vais retenir Gvardiol, mais sinon c'était encore work in progress. Tu sens que Maresca a besoin d'incorporer certaines recrues, de retrouver des automatismes, ça a manqué de rythme, de verticalité, c'était pas catastrophique, mais moi je le redis, ce Manchester City, je vais peut-être plus l'évaluer et Maresca avec au cours du mois de janvier que sur le début de saison. Alors ça va peut-être faire que tu vas laisser passer la première ligue, évidemment, mais ça reste une saison où tu es un peu en train de rebâtir le projet. Et donc le banc, et ce qui nous intéresse, Ryan Cherki, il est rentré à la 63e, il a délivré 2 passes décisives et il a touché 19 ballons, mais la moitié c'était des bangers en termes de créativité, de jeu de passe et de capacité à créer du danger. Donc Cherki a bien montré à Maresca, et son entraîneur a déclaré qu'il n'avait pas de 11 fixe pour le moment, qu'il méritait d'avoir sa place du côté de Manchester City et même de débuter les matchs. Après une première saison où il était moitié titulaire, moitié remplaçant, mais très souvent absolument excellent, Cherki doit confirmer qu'il est le maître de Manchester City, le remplaçant de Kevin De Bruyne, l'homme qui va faire le jeu des Citizens, le magicien. En tout cas, ça débute bien. Tottenham, ils sont en train de paniquer et ils foutent des centaines de millions de façon aléatoire, c'est juste trop drôle à voir. Au début du week-end, je vous commentais cette news autour de Savinho qui est transféré pour quasiment 100 millions d'euros alors qu'il est valorisé à 35 millions d'euros. Même avec le contexte Premier League, c'était une douille et on m'a très justement rappelé que ça s'expliquait également par le deal qui était en train de conclure Tottenham avec Omar Marmoush. Il faut savoir que l'Égyptien a encore une clause avec son précédent club, à savoir Francfort, qui oblige City à verser un pourcentage du transfert, donc évidemment ils avaient tout intérêt à gonfler un petit peu Savinho pour réduire un petit peu Marmoush. Donc là je me dis ok, Savinho est gravement surpayé, mais Marmoush avait été une bonne affaire. Vous voyez mon grand sourire. Voici ce qu'on annonce pour Omar Marmoush. On nous parle d'un prêt avec une option d'achat qui pourrait très vite devenir obligatoire à 50 millions de livres. Ça fait 58,4 millions d'euros. Donc le total fait quasiment 160 millions d'euros pour Savinho plus Marmoush. 80 millions d'euros chacun. Alors c'est marrant parce que pour le coup, je trouve que Marmoush à ce prix-là, c'est plutôt un juste prix. Ça correspond pas au surpayage qu'a fait Manchester City. C'est une petite correction de prix du joueur et finalement on a affaire à quelque chose de très rationnel. Mais du coup, Savinho c'est trop payé. Ou alors Savinho c'est pour compenser Marmoush, mais Marmoush c'est trop payé. Il y a un problème quelque part. Et le pire dans tout ça, c'est que je me dis vraiment, bah ouais, le PSG, je le redis concernant ma blague, ils ont raison d'être super gourmands pour Bradley Barcola. Parce que si ces deux joueurs, ils valent 80 millions d'euros chacun, je suis désolé, Bradley Barcola, il vaut pas, entre énormes guillemets, que 120 millions d'euros. Il vaut plus que ça, effectivement. Et le pire, c'est que Tottenham est déjà très dépensier sur ce marché des transferts. On a Tonali à 108 millions d'euros. C'est fou. On a Fernandez, que j'aime bien, mais tu l'achètes 100 millions d'euros à un club relégué en Championship. En tout, ils vont dépenser quasiment 450 millions d'euros cet été. Il faut quand même dire qu'ils ont bien vendu aussi. Roberto De Zerbi se fait plaisir. Alors si je quitte 2 secondes l'aspect comptable, moi je suis passionné par la saison qui est à venir pour Tottenham. Parce que oui, ils dépensent beaucoup, mais en attendant, ils ont un 11 qui a de la gueule. Au bout d'un moment, on va oublier les montants de transfert, on va se poser devant notre télévision. Si vous êtes en Angleterre, on va aller du côté du stade, on va regarder ce que ça donne sur les rencontres, et même si je suis sceptique sur l'aspect comptable, bah c'est une équipe que j'ai envie de voir, c'est une équipe dont j'ai envie de parler. Donc évidemment, on va reparler au cours de cette saison de Tottenham. Il y a eu 2 saisons dernières qui ont été compliquées du côté du championnat anglais, mais franchement, là, les choses bougent, ça va être passionnant. Terminé pour le journal du jour, vous n'êtes pas sans avoir remarqué à mon avis l'absence d'un match qui était pourtant le match événement à plus d'un titre pour le début de cette Ligue 1, à savoir la rencontre entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, et pas le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, ça fait partie de l'événement évidemment, le fait que ce match a été déplacé du côté du Roazhon Park, un match sur lequel je vais faire le format long aujourd'hui parce que je le trouve passionnant. J'ai surtout envie de parler du Paris Saint-Germain parce que pour moi il est ô combien représentatif du PSG qu'on va avoir cette saison avec Luis Enrique qui est plus que jamais le maître des clés du côté de Paris, mais il y a 2-3 mots qui sont intéressants à dire du côté du Stade Rennais, par exemple Le Paul. J'ai envie de parler de Le Paul un petit peu, donc je ferai une petite digression sur lui dans un sujet très parisien. Donc voilà, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.